tout le monde a déjà vu un tube fluorescent dans sa vie. Ça ressemble à ça. C'est des sources lumineuses économes qui s'utilisent à peu près partout, dans les gares, les aéroports, les surfaces commerciales, les parkings souterrains, les bureaux, les établissements scolaires, les entrepôts industriels. Dans beaucoup de choses qui concernent l'affichage, la signalétique, ça peut être les affiches publicitaires. Mais dans la plupart de ces applications, c'est le secteur qui les alimente. C'est très bien, sauf qu'à cause de ça, on a très peu de mobilité. Et c'est pour cette raison que je me suis lancé dans la conception de ceci. C'est un convertisseur électronique, un ballast électronique 12 volts si vous préférez. Ça permet d'alimenter un tube directement à partir de 12 volts. 12 volts qui peuvent venir d'une batterie qui, elle, est transportable, contrairement au secteur. Et ça a été infernal à construire pour moi, mais en revanche, c'est très simple à utiliser, vous allez le voir. D'un côté, on va brancher un tube fluorescent de 36 watts, qui mesure donc 1,20 m de long. On commence par brancher la première extrémité du tube qui correspond à la première électrode, et puis on fait pareil pour la deuxième extrémité qui correspond à la deuxième électrode. Ensuite, on branche l'alimentation électrique. Je vais prendre une batterie au plomb 12 volts. On branche le plus d'un côté et le moins de l'autre. Les branchements sont terminés. Tout ce qui reste à faire, c'est appuyer sur ce bouton pour que la batterie délivre son énergie au ballast. C'est un montage qui peut s'avérer utile si vous souhaitez fabriquer un sabre laser comme dans Star Wars. C'est très lumineux. Bon, dans l'état actuel, c'est pas très pratique à transporter. Il y a des fils un peu partout. Et donc, pour la suite de la vidéo, le tube et le ballast électronique seront intégrés dans ce luminaire IP65. Grâce à ce bricolage, il est possible de sortir dehors avec un tube fluo de 120 cm allumé. Tout ce qu'il faut, c'est une batterie, je l'ai sur moi, et le luminaire qui comporte le ballast que je viens de vous montrer. Je suis conscient que c'est un peu dingue, je vous garantis qu'avec ça dans la rue, on passe pas inaperçu. Bon, là, c'est une batterie portative qui alimente le luminaire, mais on pourrait aussi l'utiliser dans une voiture, soit en le branchant sur la prise allume-cigare, soit en le branchant directement sur les bornes de la batterie. Ça peut être utile si on a besoin d'effectuer des réparations sur le moteur, par exemple. Je suis venu jusqu'au parc du Saussay avec. Évidemment, c'est la nuit, sinon ça n'a aucun intérêt. Vous reconnaîtrez la forme typique des bancs du parc. C'est pas un luminaire IP68 et je m'amuserai donc pas à le plonger sous l'eau. Alors c'est quand même un éclairage de proximité, c'est puissant à courte distance mais ça va pas super loin. Contrairement à une lampe torche qui aurait un faisceau de 30 degrés par exemple. J'ai mis un tube marqué 840, je suis pas sûr que tout le monde voit de quoi je veux parler, mais en tout cas grâce à ça, la couleur verte de la végétation ressort plutôt bien. Le rouge aussi d'ailleurs, c'est des bons tubes, tous ceux qui commencent par 8. Il fait que 14 degrés aujourd'hui et on est loin de la température optimale de fonctionnement de ce tube qui est 25 degrés. Et comme je ne lui ai pas laissé le temps de chauffer, il n'est pas à sa pleine luminosité. S'il y a un endroit où ça sert absolument à rien, c'est celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que la plupart des éclairages pour vélo n'éclairent presque rien. Et puis j'ai eu l'idée lumineuse, c'est le cas de le dire, d'installer ce luminaire sur le guidon de mon vélo. C'est important la sécurité routière, hein, et avec ça je vois pas comment on pourrait ne pas me voir. Ça éclaire plus que deux lampes à incandescence de 100 watts. Je dois quand même vous dire que la largeur du truc augmente le risque d'accident. Ça rend le guidon plus lourd et plus dur à manier. J'ai pas intérêt à oublier que je mesure 1,30 m de large, sinon je me crache. Oula, attention le panneau. J'espère qu'on voit bien. Ouais, je sais, c'est un peu dingue. Bon, évidemment, je ne roule pas comme ça en temps normal, c'est juste pour faire une vidéo qui vous montre que le tube est alimenté sans fil. C'est bien trop dangereux. Je me serais pas gêné pour mettre un tube de couleur, mais malheureusement, j'en ai pas. On va se contenter d'un 840. Voilà, c'est la dernière scène de cette vidéo où je passe pour un fou, puisqu'après, on va passer aux explications techniques pour les personnes que ça intéresse.
Ces ballasts électroniques avec entrée très basse tension, vous n'êtes pas obligé de les fabriquer vous-même, heureusement. Ça peut s'acheter soit en kit à souder soi-même, soit en version prête à l'emploi qui se présente dans un boîtier comme ça, comme un ballast pour le secteur en fait. Malheureusement, c'est assez difficile à trouver en France et en plus les performances ne sont pas toujours géniales. C'est ce qui est utilisé dans les bus en version 24 volts pour les bus qui ont des tubes fluorescents pour leur éclairage intérieur. Mon ballast, lui, préchauffe les électrodes du tube avant de générer la surtension qui amorce l'arc électrique. Ça peut se voir à d'autres moments sur la vidéo. Il alimente le tube en courant purement alternatif, c'est-à-dire sans composante continue. Ça évite d'avoir une électrode qui noircit ou d'avoir un côté qui brille plus fort que l'autre. Je suis tombé sur un document très intéressant sur internet qui montre précisément de quelle puissance ont besoin les tubes en haute fréquence pour briller autant que s'ils étaient alimentés sur le secteur 50 Hz. Donc en regardant, on voit qu'un tube de 36 watts a besoin de 31 watts à 38 000 Hz et d'un courant de décharge de 314 mA pour briller aussi fort que s'il était alimenté sur le secteur 50 Hz en consommant 36 watts. Je me suis servi de ces données pour construire mon ballast. Donc il y a entre autres dans l'électronique de commande un circuit qui régule le courant de décharge à 314 mA, valeur efficace. Je vais vous montrer un peu ce que donne la régulation en courant de mon ballast. Pour ça, je l'alimente avec cette alimentation de PC que j'ai modifiée pour qu'elle puisse sortir plus que 12 volts. Ici, je mesure la tension à l'entrée du ballast électronique et ici le courant consommé. Bien sûr, c'est des valeurs continues. Si j'augmente la tension d'alimentation, vous pouvez voir que le courant consommé diminue. Ça, c'est la régulation qui vient d'agir de manière à maintenir la puissance de sortie qui alimente le tube constante. Donc même s'il y a des fluctuations sur la tension d'alimentation, le tube brillera toujours aussi fort que s'il était alimenté sur le secteur. Le ballast est en deux parties, une partie puissance et une partie commande. En commande, il y a un microcontrôleur qui gère les phases de préchauffage et d'amorçage. Il gère aussi le rallumage automatique du tube si on le change. Un circuit KA7500B qui est chargé de réguler le courant efficace qui passe dans le tube. Un quadruple enveloppe à entrée JFET. Bon, je ne vais pas trop détailler cette partie-là. Partie puissance, la pièce centrale, c'est ce transformateur qui est élevateur de tension. Il a un circuit magnétique en ferrite puisqu'il travaille en haute fréquence. Il a deux primaires et un secondaire. Chaque primaire est alimenté alternativement par deux transistors MOSFET, ce qui génère une tension plus élevée sur le secondaire qui est de l'ordre d'une centaine de volts. Et cette tension va alimenter le tube fluorescent, mais pas directement. C'est un montage push-pull en fait, sauf qu'on ne fait pas de redressement au secondaire, puisqu'on a besoin d'alternatifs. Et cette vidéo se termine avec une partie du schéma électrique du ballast. Vous retrouverez les explications sur le fonctionnement dans la description de la vidéo. Ça évitera de la rallonger.